Comme on a beaucoup entendu parler du rapprochement des métiers, de la pluridisciplinarité, du fait de vraiment rapprocher là, ces filières administratives et médico-soignantes, ben, j'ai proposé à Pierre Chopard de venir clôturer la journée avec moi. Comme ça, on va vous dire l'un et l'autre avec un peu deux points de vue, ce qu'on en retire et puis peut-être le message qu'on aimerait vous faire passer ou que vous en gardiez. Je te laisse commencer, Pierre. Merci Brigitte. Donc on va faire un quatre mains improvisé. Ce matin, on a commencé, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'on avait une obligation de moyens et que ces moyens n'étaient peut-être souvent pas mis en œuvre ou mis en œuvre à tort, ce qui s'exprimait par une variance de pratique non justifiée. On a abordé ensuite les DRG et on nous a montré les top 10 ou les top 20 DRG entre le CHUV et les HUG. Et sur ces top 10 et top 20 DRG, on est tombé sur des variances de coûts. Et ces variances de coûts, on sait qu'elles s'expriment au moins en partie par une variance de pratique. Donc on revient sur cette variance possiblement non justifiée. Et puis ensuite, quand on veut comprendre cette variance de coûts, il faut qu'on zoome, pour pouvoir analyser cette variance de pratique, d'activité, il faut qu'on zoome sur les process. Et puis là, on découvre un gros point d'interrogation. On ne sait pas comment nos processus cliniques fonctionnent. Ensuite, on voit qu'on met en place des indicateurs, notamment en France. Et j'aimerais quand même attirer votre attention, c'est qu'il faut quand même que les indicateurs soient pertinents pour les cliniciens, médecins ou infirmières. Je ne suis pas sûr que d'avoir un indicateur tenu du dossier médical, franchement, ça réponde aux enjeux auxquels on aimerait faire face. Ou le nombre de litres de solutions hydroalcooliques consommées par an dans un établissement, non plus. On aimerait plutôt avoir, je ne sais pas, la mortalité, les réadmissions, les complications, le pourcentage d'aspirine, de bêta-bloquants, de thromboprophylaxie, de transfusion, etc. Et puis après, on a eu des projets où on voit apparaître une conception de processus. L'exemple de notre collègue zurichoise sur les transfusions était, je pense, extrêmement illustratif. On conçoit un processus transfusionnel, on développe les indicateurs, la méthode, on forme les équipes, on mesure, on collabore avec le système d'information IT et avec la direction des finances pour mesurer les coûts. Et là, on commence à voir des choses intéressantes apparaître. Même chose du côté ERAS au niveau chirurgie. Et puis, un autre exemple qui était encore l'infection. Mais si on veut réduire globalement et plus massivement les coûts, on ne pourra pas continuer à faire uniquement du management par projet, parce qu'on en a pour 2 ou 3 siècles. Si une fois on fait un coup d'infection, une fois un coup sur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez comme exemple? Le médicament, les événements indésirables médicamenteux, on n'y arrivera jamais. On a eu les prescrire juste, par exemple, etc. Donc, à un moment donné, et ça, je crois que la présentation de Pascal Briot à la fin était intéressante de ce point de vue-là, c'est comment, au sein de nos organisations, on va pouvoir déployer dans toute l'organisation, dans tous nos départements, en même temps, pas de façon séquentielle, une démarche d'amélioration continue. Et je suis sûr que dans une telle démarche, on aura le plaisir, où est-ce qu'il est, Monsieur Baum, de revenir sur ces techniques, outils, philosophies de maîtrise des processus, peu importe, mais je crois qu'on aura effectivement besoin d'avoir des ingénieurs processus pour nous aider, qu'ils soient yellow, black ou green belt, peu importe. Voilà ce que j'ai retenu de la journée. Merci Pierre, merci beaucoup. Juste en complément de ce que tu as dit, moi j'ai retenu évidemment ce que tu viens de souligner, j'ai retenu aussi qu'on avait beaucoup de données, parce que tous les exemples sont appuyés sur des données, tous les exemples sont objectivés, sont factuels, qu'ils soient belges, français, suisses. On a beaucoup de données pour déclencher toutes ces démarches. Et il faut également beaucoup de données pour appuyer les démarches et appuyer ce changement de culture vers la qualité. Hein. Pascal, vous l'avez dit aussi, Intermountain a un énorme data warehouse avec beaucoup de données. Et donc, ce qui veut dire continuer à améliorer notre capacité à fournir des données, avoir des systèmes d'information. J'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes de la DSI dans la salle. Donc, avoir des systèmes d'information performants qui nous permettent d'aller chercher ces données-là et puis de les restituer.
Je suis aussi extrêmement ravie de voir tout ce foisonnement de projets. Donc il y a beaucoup de projets. On vous en a vu un tout petit exemple aujourd'hui, mais sachez que quand on a préparé cette conférence, on n'a eu aucune peine à en trouver. Donc il y a beaucoup de projets. Donc il y a une espèce de mouvement qui se met en marche. Alors je rejoins Pierre quand il dit, si on veut y aller par petits projets, par petites touches, l'image finale elle est tellement grande que les petits morceaux de puzzle, on va mettre du temps à faire un puzzle avec 2000 ou 3000 pièces. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en marche. Et ce que je retiens aussi, c'est que tous les projets qui nous ont été présentés, c'est des projets où on met ensemble les gens, où on va mettre ensemble les biologistes, les médecins, les soignants, les financiers, les économistes, les analystes, les producteurs de données, etc., les fournisseurs de données. Donc on voit qu'on va y arriver et qu'on n'y arrivera que si on se met tous ensemble. C'est une des grandes leçons d'aujourd'hui. On doit assurer la pérennité de notre système. Nous ne sommes pas encore au point des États-Unis qui dépensent 17% de leur PIB dans le domaine de la santé. Mais si on veut assurer la pérennité du système, si on veut faire en sorte qu'avec une démographie qui fait que la population active en Suisse va être moins importante que la population non active dans 10 ou 15 ans, c'est pas très loin, c'est 2030. Si on veut assurer la pérennité du système, on va devoir s'y mettre tous ensemble pour être sûr, et c'est là que la qualité rejoint les coûts, pour être sûr finalement qu'on va allouer nos ressources le mieux possible finalement au bon endroit. Et là où je te rejoins totalement, c'est la nécessité de ces approches processus, la nécessité d'avoir une vision processus. À la pause, je discutais avec l'une ou l'autre personne et on reparlait de la table ronde sur le financement. On voit bien tous les débats autour du financement de la qualité, les effets un peu pervers que ça peut avoir. Si on finance sur des résultats, est-ce qu'on ne va pas surfinancer des hôpitaux qui ont des patients plus faciles que d'autres à traiter et sous-financer des hôpitaux qui ont des patients très compliqués? Donc est-ce qu'il faut financer sur les processus? Est-ce qu'il faut financer les hôpitaux parce qu'ils mettent en place des démarches, sur le fait qu'ils mettent en place des démarches? C'est toutes des questions qui restent ouvertes, mais qui, en tout cas, semblent de plus en plus intéresser du monde. Et puis la dernière chose, c'est ce que Pascal nous a encore dit, puis M. Baume aussi, c'est le changement de culture. Si on n'a pas une autre culture, si on n'arrive pas à changer notre culture, si on n'arrive pas à se rendre compte que finalement on parle tous le même langage. Pascal nous avait dit une chose que tu n'as pas dit aujourd'hui, mais je vais vous la dire parce qu'elle m'a vraiment marqué. Il a dit quand on pose la question à un nettoyeur à l'hôpital d'Intermountain et qu'on lui demande « c'est quoi pour vous le travail bien fait? Vous êtes là pourquoi ?» Il répond « c'est si le patient est bien soigné. Moi je suis là pour que le patient soit bien soigné. » Tu nous avais dit, depuis le nettoyeur jusqu'au financier et à l'administrateur, tout le monde est autour de ça, de faire en sorte que le patient soit bien soigné. Ce qui permet de faire ce qu'un des orateurs nous a dit, je ne sais plus lequel, oubliez les coûts pour un instant, concentrez-vous sur la qualité, puis vous allez voir vos coûts là, ils vont tout doucement être maîtrisés. Voilà. Pierre, je ne sais pas si tu vas encore terminer là-dessus. On va vous laisser là-dessus. Avant de vous laisser, je vais quand même dire un certain nombre de remerciements parce que cette journée qui a réuni beaucoup de monde, elle aurait été impossible sans un certain nombre de personnes. Donc je voulais d'abord remercier les orateurs. Alors il y en a certains qui ont dû repartir, notamment ceux qui viennent d'un peu loin en Suisse. Remercier nos partenaires. Donc on a travaillé en étroite collaboration avec le CHUV, particulièrement Véronique Keun qui est là et que je remercie beaucoup, avec Payanet, Stéphaniac et Marie Villard. Nous avons été appuyés par des sponsors, par PwC, donc Pricewaterhouse, et par 3M. Je remercie aussi je les appelle mes complices du comité scientifique. Donc, ce sont des collaborateurs des HUG qui ont grandement participé au montage du programme. Jean-Jacques Chalet, Rodolphe Meyer, Peter Honner, Pierre Chopard, évidemment, que vous voyez là. J'espère que j'en oublie pas. Je remercie aussi tous ceux qui sont derrière, que vous ne voyez pas, la direction de la communication. Franchement, on a eu un soutien super. Tous les documents que vous voyez, tout ce qui a été fait sur le site. La DSI, qui nous a trouvé des solutions quand on avait besoin de solutions. La restauration, je remercie aussi. Je voudrais faire un merci tout spécial à tout le staff de secrétaire de la direction des finances. Elles étaient toutes là ce matin et elles ont même été rejointes par d'autres collaborateurs pour vous accueillir et pour vous aider. Et puis, je ne sais pas si elle est là. Non, je la vois. Elle est là, voilà. Je voudrais remercier Tatiana Kratinger qui a travaillé énormément à l'organisation et à la réussite de cette conférence. Je souhaite à vous tous une bonne fin de journée. Puis j'espère vous revoir dans 500 jours. Puis peut-être qu'on va arrêter de compter en jours, qu'on comptera en années ou qu'on fera de la prospective. En tout cas, on refait ça dans 500 jours, ça c'est certain. Alors au revoir à tout le monde.